Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé. Encore aujourd'hui, Jonathan, comment se déroule ton mois de juillet jusqu'à maintenant? Est-ce que ça tient la route même en plein été chez Open Mind? Comment tout ça se déroule? Ben, en pleine forme aujourd'hui, ça se déroule très bien. Je pense comme dans toutes les organisations, on est déjà en vacances, on travaille des fois un petit peu plus fort parce que certains sont en vacances, mais nos Oui, c'est vacances bon. s'en viennent aussi. Donc, dans 2 semaines, bien hâte de fermer la lumière pour 2, 3 semaines. Mais comme tout entrepreneur, d'après moi, on va quand même regarder de temps à autre nos courriels, de temps à autre voir ce qui se passe au bureau. Mais ça roule bien ici de notre côté. On est bien content, une belle gang, puis des bons clients. On est dans la bonne direction. Mais l'enjeu qui se déroule, c'est que pendant qu'on part en vacances, les nouvelles du monde des affaires, eux n'arrêtent pas. Eux n'arrêtent pas. Et là, il y a beaucoup de choses qui s'est déroulées depuis la dernière discussion d'affaires qu'on a faite au début juillet. Peut-être que tu voudrais revenir un peu, on en parlait juste avant le podcast, sur ce qui se déroule présentement avec la loi C-18. Mais absolument, parce que l'épisode de la semaine passée, on l'a enregistré avant que tout ça se mette vraiment à bouger dans les médias. Et moi, je suis un grand fan de 98.5 le matin, qui est Cogeco. Et là, maintenant, tous les matins, quand j'ouvre la radio, ils ne parlent que de cette fameuse loi-là et de tout ce qui se passe. Et là, je me suis dit, je serais curieux de voir un petit peu l'opinion d'Antoine après là, ces derniers mouvements de jeu d'échecs là qu'il y a eu, de voir comment ça se passe là, de ton côté, ce que tu entends. Et je pense qu'il y a un petit aspect hypocrisie ou du moins coup d'épée dans l'eau peut-être de tout ce qui se passe en arrière, même s'il y a beaucoup de tapage médiatique. Là. Ben écoute, depuis que ça s'est déroulé, Meta a lancé une nouvelle application qui est allée rejoindre 100 millions de nouveaux utilisateurs. Donc, ils ont tapé un coup de circuit en plein pendant cette période. Écoute, c'est difficile un peu de se positionner là-dessus parce que, bon, d'un côté, encore une fois, on le rappelle, là, le fond est pas remis en doute ici. Il faut du financement pour les médias et Meta a énormément financé les médias par le passé. Je vous sortirai ces contenus-là que je mettrai dans les notes de l'épisode. Vous ferez une tête par vous-même, vous allez le voir, là, qu'ils ont financé les médias comme pas possible. Et oui, là, en ce moment, tu as le gouvernement canadien, tu as le gouvernement québécois, tu as certaines sociétés publiques comme la SAQ, Hydro-Québec, certains organismes qui ont arrêté d'investir sur Meta. Est-ce que ça va les faire plier? Non, je ne pense pas. J'espère par contre qu'il y aura un consensus qui sera trouvé entre les deux parties qui, à mon avis, serait le meilleur dénouement pour tout le monde, c'est-à-dire peut-être une augmentation des investissements de Meta et de Google pour les médias indépendants, comme ils l'ont fait dans le passé. Ça couvre certains salaires dans les organisations. Bref, c'est une bonne chose. Mais je ne pense pas que dans l'état actuel, la pause des investissements des sociétés publiques et des gouvernements ait un impact sur les décisions de Meta. On faisait le calcul, le gouvernement canadien s'est investi environ 10 millions de dollars par année sur Facebook. Donc, c'est peut-être 1 million de dollars mensuel. Donc, assumant que tout ça dure 3 mois, c'est peut-être 3 millions de moins qui va venir du gouvernement canadien. On peut peut-être extrapoler ça un peu à la baisse au niveau du gouvernement québécois. À mon avis, si tu investis dans une seule province au lieu de 11, au lieu de 10 provinces, pardonnez-moi, tu risques d'investir peut-être à peu près 5 à 10 fois moins. Donc, c'est peut-être un autre 100 000, 150 000, gros maximum par mois que le gouvernement va investir au Québec. La Société des alcools, peut-être la même chose. Donc, vous voyez, on fait les calculs, on arrive peut-être à peut-être 1, 2 millions mensuels maximum. Assumant que ça dure 3 mois, 6 millions que Meta perdrait. Sur Est-ce un que revenu de combien? sur à peu près 6 milliards de profits nets qui sont faits à l'année, 6 milliards de profits nets qui sont faits au trimestre par Meta. Des profits nets, là, je parle. Je parle pas de chiffre d'affaires, des profits nets. Donc, le point est, je pense que c'est noble de vouloir se rallier ensemble, mais pendant ce temps-là, il n'y a aucune autre province qui suit la route. Là. M. Ford en Ontario, qui est le premier ministre de l'Ontario, recule, ne va pas s'intégrer à tout ça. Les autres provinces canadiennes ne le font pas non plus. Je pense que c'est noble, mais je pense que ça s'en va complètement nulle part. Et moi, j'ai peur, encore une fois, pour ces différents médias indépendants-là, qui, en ce moment, sont en train de subir ces répercussions-là. Ils ont moins de trafic considérablement sur leur site Internet. Et je le répète, est-ce que ce manque de trafic-là qui va être généré, qui par extension, génère des pertes de revenus. En ce moment, c'est peut-être pas tellement élevé parce que uniquement sur Facebook, sur Instagram, je ne pense pas que tout le trafic qui vient de Google a été mis sur pause jusqu'à maintenant. Ça va prendre plusieurs mois avant que Google mette ça en place.
Mais à quel point, s'il y a des pertes de revenus importantes qui se déroulent ici, le gouvernement canadien va compenser pour ces pertes de revenus-là? Parce que derrière tout ça, ils sont sensiblement responsables de ce qui est en train de se dérouler. Donc, j'ai l'impression, encore une fois, qu'on essaie de se faire vendre une narrative comme quoi on va faire plier Meta ici. Moi, je le dis haut et fort, je ne pense pas que la manière prise, elle est bonne. Je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit pour une seule et bonne raison. Et je le répète, le monde entier est en train de regarder ce qui se déroule. C'est-à-dire que si Meta tombe à cause d'une perte de revenus de 1 à 2 millions mensuels, croyez-moi que le gouvernement américain et même les États américains vont se donner à cœur joie d'intégrer des lois comme ça pour optimiser et augmenter les revenus des médias locaux. Et c'est pas vrai qu'une entreprise comme Meta ou comme Google vont accepter d'avoir des pertes significatives dans leurs revenus, dans leurs profits de cette manière sans avoir donné une bonne bataille. Et je pense que la bonne bataille commence ici au Canada. Donc, je pense que ça s'en va nulle part. Tout ça, le temps nous le dira. J'espère que le meilleur dénouement qui sera trouvé sera de faire en sorte que Meta investira beaucoup plus dans les médias indépendants, comme ils l'ont fait dans le passé, peut-être avec des enveloppes plus soutenues, peut-être avec un engagement plus long terme. Mais bref, je ne pense pas que de négocier de cette manière-là va fonctionner. On le répète, Meta et Google ensemble, ça représente des PIB, ça représente un PIB qui est plus élevé que le Canada en termes de valorisation. On en parlait un petit peu la semaine passée avec Apple, mais si tu fais l'addition de Meta et Google ensemble, c'est un PIB qui est plus élevé que le Canada. Donc, soyons réalistes ici, soyons pragmatiques. Je ne pense pas que cette loi-là va les faire plier. Au contraire, je pense qu'en ce moment, on ne fait qu'impacter négativement les revenus des médias indépendants qui ont la majeure partie de leur trafic qui proviennent de ces plateformes-là. Et on mettra peut-être encore une fois dans les liens dans les notes de l'épisode la lettre ouverte du CEO de Village Media qui a fait à quel point il trouvait que cette loi-là n'était pas la bonne manière pour arriver à des résultats. Bref, je ne pense pas qu'on s'en va au bon endroit avec tout ça ici. Et juste pour mettre en perspective les chiffres, Meta, 117 milliards de revenus dans les 12 derniers mois, c'est 117 346 millions. Si on prend juste 50 millions de revenus de moins, là, puis on le divise par le revenu, là, je viens de le faire, Antoine, ma calculatrice n'est même pas capable de me dire correctement c'est quoi parce que c'est tellement petit en pourcentage, ben ça le dit, mais c'est 4,28 à la moins exposant 4. c'est rien, c'est absolument rien dans les chiffres de Meta. Et si on regarde par exemple le titre de Meta, si on recule, il n'y a pas si longtemps de ça, là, si on recule en novembre l'année passée, 88 $. Là, on vient de dépasser le 293 $. Fait que ça a fait plus que fois 3,5. On en parlait en plus, Antoine, pendant le podcast. On devrait-tu en racheter parce que c'était vraiment pas cher. Ça a fait plus que fois 3. Il n'y a aucun mouvement négatif dans la courbe du titre de Meta présentement. Et ça, c'est un coup d'épée dans l'eau, là. C'est un coup d'épée dans l'eau et je pense que d'ici à peu près 3 semaines, ils vont faire l'annonce de leurs chiffres et leurs états financiers du deuxième trimestre. Et là, on va en parler dans quelques minutes. Ils viennent de lancer une application, puis une semaine plus tard, il y a 100 millions d'utilisateurs dessus. Donc, c'est une application. C'est un indice boursier en ce moment qui est en feu et ils ne vont pas plier devant ça. C'est pas ça qui va les faire plier. Encore une fois, il faut vraiment faire la distinction. C'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on met tout dans le même panier ici. On met tout dans le même panier et si on n'est pas d'accord avec cette vision-là de la loi C-18, c'est comme si automatiquement on était contre les médias indépendants, contre les médias canadiens, contre les médias québécois. Faisons attention, distinguons les deux choses. La méthode prise ici ne va pas amener beaucoup de bons sur le court terme et s'obstiner en disant qu'on va arrêter nos investissements mensuels. Et moi, je pense que le gouvernement canadien et québécois vont beaucoup plus en souffrir qu'autre chose d'arrêter leurs investissements mensuels que Meta. Je pense que c'est eux qui vont être les perdants. Écoute, le temps va nous le dire, mais je ne pense pas que ça s'en va dans la bonne direction et ça me crée une certaine frustration parce que je vois beaucoup d'hypocrisie en ce moment par rapport à ça. Et bref, on va voir où tout ça va nous mener. Et peut-être deux angles intéressants que j'aimerais juste qu'on discute quelques secondes. Oui. Si on recule il y a 15 ans, les petits joueurs de médias au Québec frappaient sur les gros joueurs qui étaient les grands méchants loups. Cogeco, Bell et compagnie.
Cette semaine, en écoutant la radio, ce que j'entendais, c'est les Cogeco et Bell de ce monde qui disent « Oh mon Dieu, on est des victimes, les gros joueurs de ce monde, Facebook, Meta et compagnie, c'est des grands méchants loups. » Alors qu'eux-mêmes, il y a quelques années, c'était eux qui faisaient la même chose aux petits joueurs. Et là, je me dis « Mon Dieu, ça n'a aucun sens. C'est juste eux qui n'ont pas bougé assez vite vers le haut. Il y a des grands joueurs qui ont passé devant eux. » Et maintenant, ils se mettent en position de victime alors qu'ils étaient c'était eux les problématiques dans les 10, 15, 20 dernières années. Donc, je trouvais ça très ironique et très hypocrite comme discours de ces joueurs-là ici au Canada parce que c'était eux-mêmes le problème il y a quelques années de ça. C'est hypocrite et je pense qu'à la fin de la journée, c'est qu'il y a eu une stagnation au niveau de l'évolution des modèles d'affaires. C'est-à-dire, ce qui se déroule en ce moment, c'est qu'il y a des gros joueurs qui ont capté des parts de marché parce qu'ils ont bâti un modèle d'affaires qui est excessivement fonctionnel pour les petites entreprises. C'est ça qui se déroule, c'est que pour la première fois depuis très très longtemps, dans les 10 dernières années, n'importe quelle petite entreprise peut se publiciser et ce de manière très ciblée à son client cible, en temps réel. On lance une publicité, elle ne fonctionne pas, on relance une nouvelle publicité le lendemain et ainsi de suite, chose qui est impossible dans les anciens modèles publicitaires. Et au final, qu'est-ce qui s'est déroulé? Le consommateur, ou plutôt les entreprises, ont été capables de voir pour la première fois des retours sur investissement direct. On met $1 en publicité, on est capable de calculer combien de dollars on met dans nos poches, chose que des médias traditionnels ne peuvent pas nous offrir. Donc, si au final, tu écoutes mieux ton consommateur et que tu as une meilleure solution pour ton consommateur et que le consommateur adopte en grand nombre ta solution, bien là, tu ne peux pas simplement dire que le grand méchant loup est en train de te voler des parts de marché. Le grand méchant loup, à un certain point, il a une meilleure solution. Maintenant, c'est excessivement difficile d'aller se battre contre quelqu'un qui a capté autant de parts de marché. Il y a ce qu'on appelle un network effect qui est créé, qui devient quasiment invincible. D'où l'idée, encore une fois, de revenir et de bien distinguer les deux choses. De se dire, est-ce que c'est vraiment Meta et Google qui causent la fin des médias ou il n'y aurait peut-être pas de manière de collaborer ensemble au lieu d'imposer une méthode de travail qui ne fait pas l'affaire des gros joueurs de Google et de Meta de ce monde qui doivent avoir leur mot à dire sur plusieurs aspects. Donc, je pense qu'il est là l'endroit qui devient un petit peu hypocrite ici, c'est qu'on met tout dans le même panier. À cause que Google et Meta vont enlever des liens de redirection pour générer du trafic sur des sites Internet, c'est leur faute. Mais écoutez, c'est une réponse à une loi qui, selon eux, ne fait pas de sens. Et encore une fois, je le répète, espérons que ça ne soit pas trop long, parce que sinon, il y en a qui vont perdre trop de trafic et ça va être irréversible ce qui va se dérouler. Effectivement, puis comble du malheur, moi, je le regarde dans un autre angle au niveau affaires. On a tous des crises qui peuvent arriver dans nos entreprises. Quand il y a une crise qui arrive comme Meta présentement envers le Canada à l'heure actuelle, c'est toujours une question de ce qu'on peut perdre versus l'opportunité. Et là, quel mauvais timing pour le Canada alors que Meta lance une nouvelle application qui, au même moment, pendant le même temps de cette crise-là, a la possibilité de générer probablement 1000 fois plus que la perte potentielle du Canada. Fait que moi, je me mets dans les souliers de Meta présentement, là, je mets mon temps où? Je le mets du côté où est-ce que je peux faire des gains avec ma nouvelle application ou tout le reste, ou je vais essayer d'aller éteindre un feu. C'est clair que l'exécutif chez Meta présentement, honnêtement, ce qui se passe au Canada pour eux, c'est une distraction qui sont bien mieux de fermer juste les yeux puis de laisser ça aller puis de se focusser ailleurs, là. Ouais. Mais ils veulent pas arriver à un point où est-ce qu'il n'y ait plus de médias indépendants. Mais comme tu l'as dit, après, c'est une question de focus, c'est une question de priorité, ce qui est en train de se dérouler ici. Puis je pense que c'est ça qu'on doit considérer. Et parlons peut-être d'un petit peu plus positif, parce que bon, on va en parler de Threads. Donc, c'est assez exceptionnel. On va essayer de donner plus de contexte à notre audience. Donc, et ça, c'est très intéressant, comment que ça a été construit. Donc, Threads, début juillet, je pense que c'est le 5 juillet ou le 6, Meta a lancé sa nouvelle application qui se nomme Threads, qui essentiellement est une plateforme de médias sociaux orientée au niveau du contenu texte. La grosse capacité et l'élément de différenciation ici, c'est que pour avoir accès à Threads et pour commencer à partager du contenu, c'est basé sur la fondation de votre compte Instagram. Donc, littéralement, vous téléchargez l'application Threads et en un seul clic, vous avez un compte et c'est relié à vos infos sur Instagram. Donc, vous aurez compris, la masse critique de Meta, encore une fois, fait des ravages. 1,6 milliard d'utilisateurs, je pense, actifs mensuellement sur Instagram, ou peut-être même 2 milliards maintenant. Donc, tu lances une application du jour au lendemain.
J'en parlais un petit peu sur LinkedIn, il n'y a rien qui bat le pouvoir de la distribution. Tu vas avoir la meilleure idée, le meilleur contenu, peu importe. Si tu ne possèdes pas la distribution à la fin de la journée, tu te fais battre haut la main. Le meilleur exemple, Twitter, en 20 ans, ça leur a pris à peu près... En 20 ans, ils ont acquis 250 millions d'utilisateurs. Truth Social, qui était supposé être une copie de Twitter en moins de 2 ans, ou à peu près 2 ans, sont allés chercher 2 millions d'utilisateurs. Mastodon, qui a été lancé en 2016, qui encore une fois était une copie de Twitter, ça leur a pris 7 ans pour atteindre 10 millions de users. Mais ça leur a pris 2 heures, 10 millions de users. Okay? Et là, au moment où on se parle, ils sont à plus de 100 millions. Donc, ça témoigne le pouvoir de la distribution et bien entendu, c'est un timing qui est quand même intéressant pour eux. C'est pas tout le monde qui est en accord avec Elon Musk, qui a l'air de pas nécessairement avoir une vision excessivement claire, ou du moins c'est très difficile pour lui de communiquer sa vision claire avec Twitter pour la suite. Donc Thread devient une avenue qui est excessivement intéressante. Beaucoup de gens l'utilisent en ce moment. Bref, c'est un coup sensiblement de génie de Mark Zuckerberg, en toute honnêteté. On lui a coupé l'herbe sur le pied pour faire des acquisitions. Il n'a plus le droit d'acheter des acquisitions des entreprises à au-dessus d'1 milliard. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée des copies. Tu m'empêches d'acheter? Parfait, je te copie. Et c'est peut-être même moins cher. Parce que oui, le dernier point avant que je te laisse embarquer un peu sur ton opinion sur Threads, Jonathan. Threads a été construit depuis janvier 2023 par une équipe de 20 personnes chez Meta. OK? Hallucinant. Donc, 5 mois. Et ça témoigne de de ce changement qui se déroule un petit peu au niveau de Meta et de d'autres entreprises technologiques, où est-ce qu'on a enlevé des degrés de bureaucratie. On se reconcentre vraiment sur le produit. Il faut s'en rappeler, c'est plus de 25 000 personnes qui ont perdu leur emploi, ou à peu près 25 000 personnes qui ont perdu leur emploi chez Meta. Où est-ce qu'on veut vraiment se concentrer sur le volet produit, les ingénieurs. J'écoutais Mark Zuckerberg qui, dans un podcast récemment, disait que pendant qu'ils étaient dans leur période de très, très forte croissance, chaque manager chez Meta avait à peu près 3 personnes en bas d'eux qui pouvaient travailler, qui littéralement étaient sous leur garde. Maintenant, ils sont retournés à peu près à un ratio de 5-6. Donc, tu vois, là, ils reviennent à un environnement où est-ce qu'il y a moins de gens, où est-ce qu'on est très orienté sur le produit. Et 6 mois plus tard, 20 personnes sur le dossier, tu lances une application qui, en une semaine, fait 100 millions d'utilisateurs. C'est assez impressionnant. Je pense que c'est probablement le lancement le plus rapide de toutes les histoires des médias sociaux depuis le début de toutes les applications. Internet, le 100 millions d'utilisateurs, le plus rapidement que ça avait été fait, c'est par notre ami ChatGPT qui a été lancé récemment. Ça a pris 2 mois avant d'atteindre 100 millions d'utilisateurs. Donc, ça a été excessivement vite. Threads, ça a pris moins d'1 semaine. Bien entendu, il partait avec un avantage colossal qui est le pouvoir de la distribution ici, mais tout de même, ça témoigne un intérêt. Et là, elle va être là la distinction à faire ici entre témoigner d'un intérêt et un engouement vers l'application comparativement à une utilisation quotidienne de l'application. Et ça, c'est le temps qui va nous le dire. Parce qu'il y a une énorme distinction entre une inscription à une application et ce qu'on appelle en anglais un mouse, qui est un monthly active user. Est-ce qu'on va être capable littéralement d'avoir un même taux d'engagement d'utilisation de Threads que ce qu'on a été capable de voir avec Instagram ou Facebook? Seul le temps va nous le dire. Mais clairement, les chiffres en ce moment, les signaux sont verts chez Meta et ça donne une nouvelle possibilité excessivement intéressante de publicité pour leur groupe. Moi, je te donne ma vision un petit peu sur ce qui va se dérouler là-dessus. Je ne pense pas que ça va impacter tant que ça les utilisateurs de Twitter. Je pense que les utilisateurs de Twitter vont rester sur Twitter parce qu'ils aiment beaucoup la plateforme, mais je pense que ça vient de mettre un frein très direct à leur croissance de nouveaux utilisateurs. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui vient de se dérouler ici. Je pense pas tellement que Threads va aller chercher des gens chez Twitter parce que
on le voit, il y a des dynamiques différentes qui s'installent sur Twitter. C'est davantage politique, journalistique. Déjà, on peut voir comment ça se dessine sur Threads. Ça m'a l'air davantage orienté à ce qui peut se dérouler sur Facebook ou sur Instagram. Bref, le temps va nous le dire comment tout ça va évoluer. Mais je pense que pour la croissance, de se dire, je veux un nouvel utilisateur qui utilise ma plateforme média social de texte, eh bien là, je pense que c'est à ce moment-là que Meta vient de faire très mal à Twitter. Bref, le temps va nous le dire. J'ai l'impression qu'il va y avoir simplement une division de l'auditoire, mais que l'influenceur ou l'entreprise qui veut publiciser va falloir le faire sur les deux plateformes. On le voit dans les statistiques au niveau du trafic sur Internet envers Twitter, que c'est en déclin depuis plusieurs trimestres. Il y a un marché qui n'a pas été répondu parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense, n'aiment pas la manière pas que Zuckerberg, mais que Elon Musk manage Twitter présentement et la direction ce que ça va. Donc, je pense qu'ils ont saisi vraiment une belle opportunité. Et ça, on en a discuté autant en ondes qu'hors d'ondes, Antoine, ensemble, de dire qu'il y avait des milliers de personnes à l'embauche de Twitter pour une plateforme comme ça. On est en techno chez nous, chez OpenMind, je regarde ça, honnêtement, tu n'as pas besoin de, de centaines ou de milliers de personnes pour bâtir une plateforme comme ça. Là, il parle d'une vingtaine de personnes qui ont développé l'application. L'aspect que je trouve extrêmement impressionnant, par contre, sur le côté techno, c'est pas de développer l'application, mais c'est d'être capable de la rendre résiliente à un très fort trafic en aussi peu de temps. Moi, je regarde ça aller, puis Mark Zuckerberg sur Thread met pratiquement à chaque journée à jour la quantité d'utilisateurs qui ont entré dans le système. Et moi, j'ai mon cerveau de personnes en technologie qui dit, mon Dieu, comment qu'ils réussissent à avoir autant de trafic en si peu de temps sur une nouvelle plateforme et que ça fonctionne. Ça, honnêtement, c'est hallucinant et ils ont dû mobiliser beaucoup d'effectifs et ça doit être la panique présentement chez Meta pour essayer que le bateau coule pas. Mais ils ont les ressources financières, ils ont les ressources de talent, ils ont les ressources d'équipement. Fait que faire à Paris qui travaille très fort présentement, comme un petit canard là, au-dessus de l'eau, les pattes doivent se faire aller rapidement en dessous de l'eau. Là. Ah, puis ce qui est totalement exceptionnel dans tout ça, c'est qu'ils viennent littéralement de créer un nouveau canal publicitaire. Ce que Mark Zuckerberg a dit, c'est qu'il n'y aura pas de publicité avant d'atteindre 1 milliard d'utilisateurs sur la plateforme. C'est leur métrique. C'est ce qu'ils ont fait avec Instagram, c'est ce qu'ils ont fait avec Facebook. Peut-être Facebook, c'était un peu avant, mais bref, au moment où on se parle, c'est leur métrique. Maintenant, ils veulent 1 milliard d'utilisateurs avant d'intégrer des lignes de publicité. Et c'est peut-être là aussi que va se jouer le gros jeu, c'est-à-dire que Meta, en termes de publicité, est une entreprise qui, son client cible, c'est la PME. C'est celle qui fait ce qu'on appelle en anglais du Direct Response Marketing. Donc, chaque dollar investi doit nous rapporter un certain dollar et on est capable de le calculer en direct si, et je dis bien si, ils sont capables de transformer Threads sur le moyen long terme en une plateforme publicitaire qui peut te donner des chiffres intéressants en Direct Response Marketing, ce qui n'est pas le cas avec Twitter. Et ce qui déplaît beaucoup à Elon Musk, si vous l'écoutez souvent dans des entretiens, il disait que c'est ce qui mettait Twitter le plus en danger, c'est que beaucoup des investissements publicitaires sur Twitter, ce sont des entreprises qui investissent en brand. C'est-à-dire, on investit des sommes, on veut de la visibilité, mais on ne calcule pas automatiquement notre retour sur investissement. Il y a beaucoup d'annonceurs comme ça également chez Meta, mais il y a beaucoup d'annonceurs de plus petites entreprises qui veulent faire ce qu'on appelle du Direct Response Marketing. Si on est capable d'avoir maintenant des publicités qui vont s'intégrer sur une plateforme média sociale de texte qui peut générer du retour immédiat à une PME, là encore une fois, ça va être vraiment très difficile selon moi pour les équipes chez Twitter de contre-attaquer parce que ça fait 20 ans qu'ils essayent de le faire et ils n'ont pas été capables de le faire pour plusieurs différentes raisons. Donc, je veux dire, c'est intéressant ce qui se déroule devant eux en ce moment. Une nouvelle plateforme de distribution avec autant d'utilisateurs, si bien entendu les utilisateurs restent actifs, ça peut augmenter très rapidement la valorisation de l'entreprise parce que littéralement, tu ouvres une nouvelle ligne d'inventaire publicitaire. Et c'est tellement brillant qu'il ait rattaché ça au système d'Instagram parce que ça va booster Instagram au final. C'est ça qui est super brillant. Moi, je serais curieux d'avoir ton avis, Antoine, présentement, dans l'auditoire qui nous écoute. Qui devrait s'intéresser à cette plateforme-là, autant pour aller commencer à s'y habituer puis voir le contenu, mais pour peut-être en produire, parce que là, on ne peut pas faire de publicité pour l'instant, mais bien sûr. Qui devrait commencer à regarder ça aujourd'hui? Ben, je pense que le passé est garant du futur. Et ça, les médias sociaux nous l'apprennent continuellement. C'est-à-dire que n'importe quelle plateforme de médias sociaux, au départ, pour augmenter un petit peu l'utilisation de l'utilisateur, ce qu'elle va créer, c'est ce qu'on appelle du reach très
très facile, du reach organique qui est à portée de main pour n'importe qui. C'est-à-dire, tu utilises Instagram en 2016 comparativement à Instagram en 2022, tu ne vas pas rejoindre le même nombre de personnes. Donc, souvent, ce que les plateformes donnent aux utilisateurs au départ, c'est du reach très facilement. C'est-à-dire, tu vas rejoindre une grande partie de ton auditoire, chose qui, plusieurs années par la suite, ne sera pas nécessairement possible. Donc, je dis ça pourquoi? Si on sait que toutes les plateformes de médias sociaux, quand elles ont été lancées, elles avaient cette prémisse-là en tête, Threads, ça va être la même chose. Les gens qui vont s'intégrer rapidement sur la plateforme et qui vont publier vont avoir du reach qui n'est pas possible sur les autres plateformes de méta au moment où on se parle. Donc, n'importe qui en affaires, quelqu'un qui crée du contenu, se doit, à mon avis, de commencer à tester un petit peu la plateforme pour voir s'ils peuvent pardonne-moi, Jonathan, s'ils peuvent rejoindre le maximum de gens possible. Donc, moi, je suis dessus en ce moment, je m'y intéresse. Je vois déjà beaucoup de gens s'y intéresser et publier très régulièrement. À mon avis, ça va donner beaucoup de portée, pas tellement, une portée organique, pas tellement comparable à ce qu'on peut voir, disons, ce qu'on a sur Facebook qui n'existe plus littéralement, là, la portée organique. Donc, testez-le. Moi, je crois que ça peut être très intéressant d'être dans les premiers joueurs. Donc, il y a un vide présentement. L'effet de vacuum va combler le vide. Peut-être à regarder dans ceux qui nous écoutent si vous ne pourriez pas faire partie un petit peu de cette vague-là intéressante qui peut être peut-être amener de la business pour votre entreprise. Ben oui, et rappelez-vous tout le temps d'une chose, c'est Ryan Dice un jour qui dit ça, qui est un grand marketeur. Marketers ruin everything. Et ça, c'est vrai. Les marketeurs vont ruiner tout ce qui se déroule. Donc, profitez de la plateforme parce qu'il n'y a pas encore de marketeurs, mais du moment que les marketeurs vont arriver, ça va devenir autre chose. Ça va être ruiné. Il va juste avoir de la publicité. Donc, profitez-en pendant que les marketeurs ne sont pas présents. Donc, oui, on le répète, les choses vont relativement bien chez Meta. L'indice boursier est en feu depuis le début de l'année. Ceux qui ont acheté du Meta en début d'année, vous avez fait un bon retour. Threads arrive. J'ai hâte de voir la lettre aux investisseurs qui devrait sortir, à mon avis, dans les prochaines semaines. Donc, le trimestre vient tout juste de se dérouler. Habituellement, ça prend un mois avant de recevoir la lettre. Je ne serais pas surpris que suite à cette lettre aux investisseurs, aux résultats, qu'ils soient bons ou moins bons, juste de voir l'intégration de Threads dans les nouvelles actions de Meta, ça risque de donner vraiment un coup d'accélération parce qu'il n'y a pas eu quelque chose d'aussi gros chez Meta depuis l'acquisition de WhatsApp. Donc, c'est assez exceptionnel ce qui se déroule en ce moment. Fort à parier qu'il y aura une similarité à faire avec les résultats d'Apple présentement en bourse, avec le nouveau produit qu'ils ont annoncé, qui ne sera pas disponible avant la fin 2024. Malheureusement, au Canada, ça a sorti dans les dernières journées, donc on va probablement le recevoir plus tard que dans d'autres pays, mais ça va probablement donner un boost. Un angle que j'aimerais regarder sur cette nouvelle-là, c'est le côté propriété intellectuelle et main-d'œuvre. Si on recule un peu en arrière, quand Elon Musk a pris le contrôle de Twitter, il a remercié beaucoup de gens, pratiquement là, aux alentours de 70-80% de la force initiale qui n'est plus là aujourd'hui. Et Meta se met à développer son équivalent de Twitter en cours de route. Fort à parier qu'il y a probablement des anciens de Twitter ou Meta qui a été chercher peut-être des anciens de Twitter pour venir prendre cette force et cette connaissance-là, cette expérience-là pour être capable de bâtir son clone de Twitter extrêmement rapidement. Donc, tout ce jeu d'échecs-là se joue un petit peu en arrière-scène sans qu'on le voit. Et là, on apprend par des sources quand même assez sûres que mercredi de la semaine passée, Twitter aurait envoyé une lettre à Mark Zuckerberg pour les mettre en demeure, comme quoi que il y aurait une accusation de vol de propriété intellectuelle de Meta à l'envers de Twitter. Ils sont accusés d'avoir volé des secrets commerciaux en engageant des anciens employés de Twitter. Pour sa défense, Meta a répondu que personne dans l'équipe d'ingénierie ne provient de chez Twitter, mais encore là, Antoine, tu sais que on peut jouer sur les mots. Ah, bien sûr, bien sûr. L'équipe d'ingénierie, on est d'accord. Qu'est-ce que l'équipe d'ingénierie, là? Donc, on peut donner n'importe quoi comme nom à des équipes, puis l'équipe d'ingénierie a 3 personnes dedans, puis c'est pas vraiment ce qu'ils devraient faire. Tu sais. Donc, vraiment intéressant, ce jeu d'échecs-là, alors que Elon Musk et Mark Zuckerberg se lançaient un petit peu la balle de dire est-ce qu'on peut aller se battre dans l'arène? Il y avait vraiment un match qui jouait en arrière. Là. Ah oui. En arrière. Ben écoute, les deux, ça remonte à un bon bout de
temps. Ça remonte à peu près à 6-7 ans de ça, cette rivalité entre Zuckerberg et Elon Musk. Et tout part d'une divergence d'opinion sur l'intelligence artificielle. Tout est parti de ça. Donc, Mark Zuckerberg était pour l'intelligence artificielle, pour l'accélération de l'intelligence artificielle. Ça va aider des gens au niveau de leur santé, au niveau de la productivité. Et Elon Musk n'était pas contre, mais montrait tous les enjeux qui pouvaient venir avec l'intelligence artificielle. On a vu et on a entendu des entretiens d'Elon Musk comme quoi qu'il est très stressé, anxieux peut-être par rapport à l'évolution très rapide de l'intelligence artificielle. Bref, la divergence d'opinion partait de là. Mark Zuckerberg a fait son point et la réponse d'Elon Musk à ce moment-là, c'est « J'ai parlé d'intelligence artificielle avec Mark Zuckerberg et sa compréhension sur le sujet est très limitée. » Et à partir de là, c'est là que les tensions ont augmenté. Vous aurez compris par la suite que c'est sûr et certain que quand Elon Musk a acheté Twitter, ça ne pouvait que s'accentuer ces tensions-là, parce que là, tu rentres dans la zone de génie de Mark Zuckerberg, l'environnement qu'il a littéralement créé et qu'il domine de partout. Donc, ça allait s'accentuer. Et Elon Musk, dans les dernières années, on le sait, il est incroyable. Il s'est fait quand même plusieurs ennemis dans le monde des affaires. Zuckerberg, très souvent, il a attaqué Bill Gates. Il n'est pas en très bonne relation avec Jeff Bezos. Donc, il se fait quand même... il ne se les met pas avec lui, ces différents joueurs-là. Donc, ça crée une tension. Et là, en ce moment, si vous allez voir un petit peu sur Threads, Zuckerberg, il se moque un petit peu d'Elon Musk aussi dans les commentaires et dans les différents threads qu'il fait. Bref, c'est de bonne guerre. Hâte de voir où tout ça va se terminer. Et c'est vrai, Meta dit qu'il n'y a personne de chez Twitter qui travaille dans l'équipe d'ingénierie ou qui travaillait chez Twitter, qui maintenant travaille chez Meta et qui sont dans l'équipe d'ingénierie. Ça, on ne pourra pas le savoir. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens de chez Twitter, chez Meta au moment où on se parle. Ça l'a été dit. Et un autre élément que j'aurais aimé savoir ton opinion, si jamais tu l'as vu, mais il y a Lex Fridman, qui est un grand podcasteur, qui a fait un enregistrement avec Mark Zuckerberg dans les dernières journées, dernières semaines. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le voir. Je l'ai écouté au complet, oui. Et moi, ça m'a fasciné parce que ma perception de Mark Zuckerberg, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à s'exprimer et à connecter avec les gens. Et ça m'a frappé de voir le côté vidéo du podcast, parce que maintenant, il rediffuse en vidéo. J'ai été impressionné du chemin que Mark Zuckerberg a fait dans sa capacité à connecter et à livrer le message et dans son non-verbal. Moi, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu en vidéo, mais c'est une toute autre personne que ce que j'ai vu avant. Et on voit qu'il a travaillé probablement très fort avec les coachs. Là. Il a été accompagné, puis il va avoir 40 ans l'année prochaine, Mark Zuckerberg. C'est plus le petit étudiant de 22 ans qui a fondé Facebook dans son appartement à Harvard. Là. Clairement, au départ, il était intimidé. C'était quelqu'un qui était très introverti, qui avait des grandes idées. Mais bon, quand tu deviens CEO d'une des plus grandes entreprises publiques de ce monde, tu te dois d'évoluer sur certains aspects. Il a été accompagné. Et clairement, non, c'est plus la même personne. C'est un très, très bon entretien, d'ailleurs, que donné Lex Fridman. Lex Fridman, qui, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas son podcast, allez jeter un petit coup d'œil. Je l'adore. J'écoute beaucoup de ses entretiens. Quelqu'un de très préparé, qui connaît bien ce qu'il fait. Il a fait des entretiens avec Zuckerberg, avec Elon Musk. Allez les écouter, ça peut être bien. Donc oui, beaucoup de choses qui se déroulent en ce moment avec Meta, pour le meilleur ou pour le pire. Mais ce qui est certain, c'est que depuis le début de l'année, ils sont en feu. Ils gagnent et ils accumulent les victoires l'une après l'autre. On saute maintenant un petit peu au sujet de l'économie québécoise et canadienne, Antoine? Ça bouge, c'est impressionnant ce qui se déroule en ce moment. On dirait que tu as des tendances qui sont inverses, mais qui finalement s'expliquent. Donc, je ne sais pas si tu as vu ça, Jonathan, mais on pense encore une fois augmenter les taux d'intérêt risquent encore une fois d'augmenter. Ils se situent à 4,75 au moment où on se parle. On croit peut-être qu'ils vont atteindre 5 la semaine prochaine. Ce serait le plus haut taux, et c'est même déjà le plus haut taux depuis 2001. Crois-tu que ça va se dérouler? Est-ce que tu crois que les taux vont augmenter encore une fois? Et c'est vraiment difficile, honnêtement. J'irais avec un 25 cents qu'on pourrait flipper. Puis je fais juste une parenthèse pour ceux qui nous écoutent. On enregistre le 10 pour une publication le 13. Et quand vous allez écouter ce podcast-là, hier, dans votre fuseau horaire à vous, on va avoir déjà la réponse si ça va avoir monté ou augmenté. Donc, on peut prendre nos paris, Antoine, tout de suite. Moi, je pense que ça va malheureusement augmenter. Je dis malheureusement parce qu'on est quand même exposé beaucoup au niveau de l'immobilier de notre côté avec... on a la business opérante, mais on investit une grande partie de nos
profits dans l'immobilier à travers le temps, comme beaucoup d'autres entrepreneurs à travers le monde. Et honnêtement, on commence cette année que les taux d'intérêt augmentent. On a des hypothèques qui s'en viennent à renouvellement au mois d'août, au mois de septembre, et ça finit plus d'augmenter. Mais je pense qu'il va falloir qu'ils donnent un autre petit coup de barre supplémentaire pour essayer de freiner l'économie parce que ça continue à bien aller, là. Ben oui, puis peut-être un petit peu de contexte pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on le sait, les taux directeurs, les taux d'intérêt, les taux directeurs augmentent continuellement quand il y a encore une fois une surchauffe un peu de l'économie, une surchauffe de l'économie qui s'explique par l'inflation, qui s'explique également par les nouveaux emplois qui se créent. Il y a comme une tendance un petit peu inverse que je disais en début de discussion par rapport à tout ça. Donc, pour donner un petit peu de contexte par rapport à juin 2023, donc juin qui vient tout juste de se dérouler, le dernier mois, le taux de chômage au Canada est à 5,4 %. C'est son plus haut taux en un an. Et parallèlement à ça, il y a 60 000 nouveaux emplois qui se sont créés au pays. Donc là, il y a peut-être des gens qui se posent la question, comment peut-on avoir 60 000 nouveaux emplois au pays et du même coup une augmentation à 5,4 % du taux de chômage quand il était à 5,2 le mois dernier? Comment ça s'explique? Bien, moi aussi, je me posais la question parce que j'étais pas certain de bien comprendre tout ça et ça s'explique par une croissance démographique. Donc, juste le dernier mois, il y a eu 84 000 nouvelles personnes qui se sont installées au Canada au niveau de l'immigration. Et bref, quand il y a une augmentation démographique comme ça, c'est là qu'il peut y avoir une tendance comme ça qui s'installe, c'est-à-dire une augmentation du taux de chômage et également une augmentation du nombre d'emplois du même coup. Donc, de ce qu'on lit en ce moment, c'est que le taux de chômage pourrait continuer à augmenter. Il a à peine bougé au Québec. Et d'ailleurs, le Québec est une des provinces qui a le plus bas taux de chômage quand on regarde le Canada au complet. Donc, juste pour vous donner des chiffres qui sont quand même intéressants à analyser. Le Québec, c'est 4,4 % de taux de chômage. Le Nouveau-Brunswick est à 6,4 %. La Nouvelle-Écosse à 6,4 %. L'île du Prince-Édouard à 8,2 % et Terre-Neuve et Labrador à 8,8 %. Comparativement à l'Ontario qui est à 5,7 %. Le Manitoba à 4,3 %. La Saskatchewan à 4,7 %. L'Alberta à 5,7 % et la Colombie-Britannique à 5,6. Donc, vous le voyez, à part le Manitoba, qui est l'endroit au pays où est-ce qu'il y a le plus bas taux de chômage, le Québec est numéro 2, dans ce qui se voit dans l'entièreté du pays au moment où on se parle. Donc, une augmentation du taux de chômage, encore une fois, je le répète, c'est son plus haut taux en un an. Mais bon, est-ce que ça va donner une augmentation, encore une fois, des taux d'intérêt comme Jonathan le mentionnait? Eh bien, j'ai l'impression effectivement, moi aussi, que oui, il va y avoir une augmentation qui va se dérouler dans les prochains jours. Par la suite, ça risque de redescendre dans les prochains mois, du moins on l'espère, mais il y a plusieurs signaux qui nous font croire qu'il risque d'avoir une autre augmentation d'ici la fin de la semaine, jusqu'à temps qu'il y ait peut-être un contrôle un petit peu plus serein de l'inflation et de la création d'emplois. Est-ce que ça va créer une crise économique? Est-ce que ça va créer une récession? On dirait que depuis le début de l'année, plusieurs experts s'étaient prononcés sur le sujet, disant que la crise économique va se dérouler en Q2. Finalement, elle ne se déroule pas vraiment en Q2. Est-ce que maintenant la crise économique va se dérouler en Q3 ou en Q4? À voir, mais on dirait que jusqu'à maintenant, l'économie, malgré ces augmentations de taux continuelles, tient la route. Les choses vont bien. Chose est sûre, par contre, au niveau de la construction au Québec, c'est en train de ralentir très vite. Il y a des statistiques qui ont sorti en 2022 au niveau de la construction neuve résidentielle, moins 16 % de nouvelles constructions. Cette année, on est en direction de moins 26 % pour 2023. Et une grande partie de ce frein-là qui est en train d'arriver, un, les taux d'intérêt, mais deux, il y a Statistique Canada avec les économistes d'RBC qui ont sorti un papier extrêmement intéressant sur l'augmentation des coûts de construction depuis début 2020. Et on entend beaucoup de gens, en tout cas j'ai des gens dans mon entourage qui se construisent présentement et qui disent « Mon Dieu que ça coûte cher, puis les rénovations aussi. Mais là, les chiffres le prouvent. Depuis 2020, plus 51 % que ça coûte pour construire du neuf. Donc, la rénovation ne devrait pas être si loin que ça. Et là, ce qui arrive présentement, c'est qu'il y a des analystes qui sortent que le coût de construction maintenant dépasse la valeur au marché par la suite. Donc, on est dans une situation où on est vraiment, vraiment, vraiment dans un plafond, là, un plafond de verre qu'il ne faut pas aller plus haut que ça parce que imagine que tu construis une maison aujourd'hui de 300, 400, 200 ou 500 000, puis un coup que c'est construit, ça vaut 100 000 de moins.
ça fait vraiment aucun Ça sens. fait aucun sens, Vraiment non. aucun sens. Là. Non, mais écoute, peut-être qu'on va le voir sur l'entièreté des catégories d'industrie pour le Q3, le Q4. Peut-être que ça va être isolé également à certains secteurs d'activité. Bref, à suivre. Mais j'ai l'impression qu'au moment où on se parle, on s'en tire. On s'en tire bien, mais on ne doit pas non plus devenir aveugle à travers tout ça. On le sait, quand il y a des augmentations des taux d'intérêt, ça peut prendre de 12 à 24 mois. Et là, on commence pas mal à tomber dans ce premier 12 mois-là qui va, bien entendu, rentrer dans sa deuxième phase prochainement. Donc, on ne doit pas se fermer les yeux et penser qu'on a passé à travers la crise encore une fois. Ce n'est peut-être même pas commencé. Soyons conscients de tout ça. Parfait. Bon, Jonathan, est-ce que tu as d'autres nouvelles avant que je te laisse filer? C'est complet, Antoine, pour moi cette semaine. Toujours un plaisir. Fantastique. Eh bien, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.